nous allons faire quelques développements sur le cap 2025-2029. Les ruptures que je viens d'évoquer guideront notre stratégie opérationnelle pour les 5 prochaines années. Pour cela, notre premier devoir est de traduire la vision du chef de l'État de façon concrète pour qu'elle soit partagée et que chaque Sénégalais soit fier d'en parler, soit fier chaque jour d'y apporter sa pierre. D'abord, un Sénégal souverain sera une réalité tangible si nous nous en donnons les moyens en matière économique, énergétique, alimentaire, pharmaceutique, scientifique, technologique et sécuritaire. Un Sénégal juste repose sur une véritable paix sociale, une nation où règne la justice, l'équité, l'unité et la cohésion nationale. Un Sénégal prospère implique de tripler le revenu par habitant pour rejoindre la catégorie supérieure des pays à revenus intermédiaires. Et cette ambition sera réalisée grâce à une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans qui transforme qualitativement la vie des populations. Croissance inclusive, s'entend, et une croissance endogène également. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'agenda national de transformation se décline en 4 axes, à savoir, premier axe, une économie compétitive. Deuxième axe, un capital humain de qualité et l'équité sociale. Troisième axe, un aménagement et un développement durable. Et enfin, quatrième axe, une bonne gouvernance et un engagement africain. Pour réussir ces axes, il y a des prérequis indispensables. Les conditions de succès de cette vision reposent sur des prérequis relatifs à la présence d'un État stratège, sachant anticiper les mutations, sachant planifier les actions, sachant réguler efficacement et dans la transparence les politiques publiques. Ces prérequis ne sont toutefois pas des conditions suffisantes dans le cas des pays en développement comme le Sénégal, fortement dépendants des flux de financement et d'investissements étrangers. Il leur faut impérativement résoudre cette problématique de dépendance en relevant sensiblement leur capacité de mobilisation de ressources internes au travers de la politique fiscale, l'approfondissement du marché du crédit bancaire et du marché financier, mais surtout la promotion de mécanismes alternatifs de financement. Concernant la politique de relèvement sensible des recettes de l'État, la fiscalité, il ne faut pas que les Sénégalais en aient peur, parce qu'elle est la base et le soutien de toute action politique et de toute capacité à relever l'offre de biens et services publics. La fiscalité est certainement le maillon le plus important de la politique budgétaire. Cependant, le Sénégal peine à mobiliser de manière optimale les recettes fiscales, principal instrument de financement souverain. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de pression fiscale d'un peu moins de 18%, en deçà donc du ratio de 20% fixé par le critère de convergence de l'UEMOA. Notre ambition est d'atteindre et de maintenir un taux de pression fiscale supérieur ou au moins égal à 20%, ce qui correspondrait à des recettes additionnelles de plusieurs centaines de milliards annuels. Ce résultat est largement à notre portée si notre système fiscal et notre administration fiscale et nos administrations fiscales et douanières qui l'exécutent sont purgées des tares qui plombent leur action. Il s'agit notamment de juguler le phénomène incontrôlé des niches fiscales avec son corollaire mal ou sous-évalué de perte de recettes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le cadre de l'ambitieuse réforme fiscale que je propose, mon gouvernement s'engage ici et maintenant à formuler et à mettre en œuvre des mesures fortes de rationalisation des dépenses fiscales afin de réduire progressivement l'impact des exonérations sur la mobilisation des recettes, tout en restaurant des marges budgétaires pour le financement de notre politique économique et sociale. Notre politique fiscale conciliera le besoin de mobilisation des recettes fiscales à la politique de promotion des investissements dans le pays. Pour relever ce défi, le Sénégal procédera à l'évaluation d'impact économique et social des avantages fiscaux au-delà des évaluations budgétaires habituelles. Aujourd'hui, l'analyse des données sur les dépenses fiscales donne l'impression d'une générosité sans contrôle de l'État, pour des résultats dont l'efficacité n'est pas démontrée. Ces dépenses évaluées sur la période 2019-2022 s'élèvent à 2 232 milliards de francs CFA. Cet exercice devrait être un instrument de pilotage permettant d'apprécier l'efficacité et l'efficience des dépenses fiscales. Ainsi, nous élargirons l'assiette. Nous élargissons le périmètre de l'évaluation des dépenses fiscales, c'est-à-dire celui des mesures recensées et évaluées, à travers l'audit exhaustif
de toutes les mesures tendant à baisser le poids de la fiscalité pour une activité économique ou une catégorie socio-professionnelle de citoyens contribuables. Une nouvelle matrice des mesures dérogatoires devra être dressée à fin décembre 2025. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives en 2024 16% du PIB et 53% des dépenses totales de l'État, ce qui laisse peu de marge pour la prise en charge des investissements publics. S'agissant de la masse salariale, il sera réalisé un audit du secteur public ainsi que du régime indemnitaire. Il y est recherché plus de performance, mais également plus de transparence et plus d'équité dans les recrutements, les promotions et les traitements salariaux. Toute proposition de recrutement de nouveaux personnels devra être accompagnée d'une fiche d'évaluation du besoin, en identifiant clairement la valeur ajoutée créée, considérant les ressources disponibles. Nous mettrons en œuvre dès 2026 un budget à base zéro, ce qui nous donnera l'occasion de traquer toutes les niches de gaspillage qui figurent année après année dans les dépenses courantes, sous la rubrique intitulée « Services votés ». Les mesures nouvelles des budgets programmes seront également minutieusement étudiées. Dans la même veine, des audits organisationnels seront menés dans les différents services publics afin de rationaliser dans tous les domaines l'architecture et la structuration des administrations, agences et entreprises publiques et parapubliques. La mise en place d'un système de centralisation des achats de mobilier et des fournitures permettra de rationaliser la commande publique et de faire des économies substantielles, tout en privilégiant systématiquement le mobilier national dans le choix. Les mesures de rationalisation des dépenses courantes s'accompagneront d'une amélioration de l'efficacité dans le choix et dans l'exécution des investissements publics. Désormais, l'inscription d'un projet d'investissement dans le budget devra préalablement et systématiquement passer par les processus de maturation et être présenté devant un comité national de sélection des investissements publics afin de nous assurer notamment de son alignement à la vision Sénégal 2050 et de sa soutenabilité budgétaire. Dans cette même veine, le potentiel national d'économie d'énergie, évalué à 28% des consommations énergétiques du pays, dont 36% pour le sous-secteur de l'électricité, 18% pour celui des hydrocarbures et 40% pour les combustibles de cuisson, sera exploité à fond pour les marges qu'il permettra de dégager sur le coût des subventions d'État et sur la consommation énergétique de l'administration. Ces marges évaluées à 15%. En plus des effets positifs induits sur le portefeuille des ménages et les capacités de la Sénélec, c'est-à-dire 320 gigawatts à moyen terme et 2587 gigawatts à long terme, et un écrêtement de la pointe du réseau électrique de 441 mégawatts. Ces réformes seront difficiles. Elles seront difficiles. Ces réformes seront difficiles. Mais elles constituent le socle de notre nouvelle gouvernance budgétaire et financière. Elles nous permettront de nous projeter dans une nouvelle trajectoire budgétaire qui alliera une consolidation progressive vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans. Je rappelle que l'audit des finances publiques a révélé un déficit public de plus de 10% contre 4,7% initialement annoncé par le régime sortant. Donc, d'aller vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans et une prise en charge maîtrisée des investissements structurants et de soutien à la production, ainsi que des dépenses sociales et climato-sensibles. Conséquemment, l'encours actuel de la dette publique, qui a atteint des proportions difficilement soutenables, c'est-à-dire plus de 85% contre 74% initialement annoncé, devra être ramené sous la barre des 70% au plus tard en 2029. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. Il ne peut pas y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. C'est fort de ce constat que mon gouvernement compte faire de la promotion des mécanismes innovants de financement le principal levier de mobilisation de ressources domestiques auprès des ménages, des entreprises non financières et des investisseurs institutionnels. En ce qui concerne les ménages, la stratégie de mobilisation des financements nécessaires à l'exécution des programmes et projets, la stratégie nationale de développement 2025-2029,
intégrera l'intérêt à susciter auprès des Sénégalais pour leur participation financière à l'effort de transformation structurelle. À cet égard, un recours sera fait aux organismes de placement collectif de type conventionnel ou islamique, selon les préférences des épargnants sénégalais. Ces OPC pourront souscrire à des obligations et soukouk dits patriotes. Les gens ont parlé de diaspora bond, mais notre horizon, c'est de toucher tous les Sénégalais. C'est pourquoi il faudra migrer vers les patriotes bonds. Ces OPC, donc, pourront souscrire d'abord à des obligations et soukouk dits patriotes émis par le Trésor public ou par des sociétés de projet pour les grands travaux figurant dans le référentiel. Ils pourront souscrire à des actions de sociétés publiques ou parapubliques, soit dans le cadre de la constitution de leur capital social, de leur augmentation ou de l'ouverture de leur capital social. Ils pourront également souscrire au rachat d'une partie des actions détenues par des entités étrangères dans les sociétés de droit sénégalais dans le cadre de la politique de souveraineté nationale. Nous allons accompagner tout ça par des propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi sur la souveraineté économique qui sera certainement très bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Pour les personnes physiques disposant de capacités substantielles d'épargne et les entreprises sénégalaises désireuses de se positionner dans la participation au financement des grands travaux d'investissement, des opérations de souveraineté économique, telles que les rachats de parts d'entreprises étrangères, ou dans la souscription aux augmentations de capital et à la cession de parts de capital de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques, il leur sera offert la possibilité de participer à des fonds d'investissement alternatifs. Concernant les investisseurs institutionnels publics nationaux, l'accent sera mis sur l'épargne longue qu'ils détiennent en la canalisant dans le financement des programmes de la stratégie nationale 2025-2029, financés sous la forme de Project Finance. Il s'agit notamment de la Caisse de dépôt et consignation, du Fonds national de retraite et du Fonds 6, les caisses de retraite privées nationales et les sociétés d'assurance, les caisses de retraite privées nationales telles que l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, et les sociétés d'assurance seront également sollicitées dans la structuration du financement de ces projets. À cet égard, conformément aux dispositions de la loi 2017-32 modifiant la loi 2006-03 relative à la Caisse de dépôt et consignation, des mesures urgentes seront prises en vue du strict respect par les entités assujetties au titre du dépôt à la CDC des fonds qu'elles détiennent, en particulier les notaires et certains concessionnaires. S'agissant de l'approfondissement du marché du crédit bancaire, le relèvement à 20 milliards de CFA du capital minimum des banques au plus tard en janvier 2027 devra renforcer les capacités de prêt des banques, notamment au secteur privé. Pour ce qui est des banques à capitaux publics majoritaires, notamment la Banque agricole, la BNDE, la BHS et la BRM, mon gouvernement compte notablement augmenter leur capacité de financement au profit du secteur privé en renforçant leurs fonds propres à la mesure des ambitions du plan quinquennal pour les secteurs desservis en financement que sont le secteur primaire, les PME, les PMI et les TPE, ainsi que l'habitat social. Le secteur de la microfinance sera également davantage mis à contribution dans le financement de l'artisanat, la formalisation du secteur informel et de l'agriculture. Les mécanismes financiers publics de promotion et de garantie du financement des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement seront mis en synergie avec une répartition claire des rôles et une meilleure articulation des interventions en fonction des cibles. Enfin, les mécanismes de financement vert seront déployés pour tout projet ayant une composante de durabilité. Change et de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour ramener et maintenir le profil de la dette extérieure à un risque très faible. Dans ce cadre, en notre qualité d'État membre du FMI et du groupe de la Banque mondiale, pour les investissements publics à des taux concessionnels et privés en particulier pour les partenariats publics-privés,
Nous poursuivrons également les excellentes relations avec le groupe de la Banque islamique de développement, sur qui nous comptons énormément pour développer nos opérations bilatérales, mais aussi en qualité d'institution catalyseur de notre résolution à attirer vers le Sénégal davantage d'investissements privés et publics des pays arabes et islamiques. Nous nous appuierons aussi sur la Banque africaine de développement, partenaire historique du Sénégal, mais aussi sur les institutions multilatérales sous-régionales, telles que la BOAD, la BIDC, la BADEA, la BEI, ainsi que tous les autres multilatéraux désireux d'intervenir dans notre pays. Mon gouvernement compte également maintenir les relations de partenariat au développement bilatéraux avec tous les pays qui s'inscrivent dans la ligne de nos choix de politiques économiques et sociales, sans d'autres conditionnalités que celles tenant aux exigences techniques et financières relatives au remboursement de leurs concours financiers. Par ailleurs, nous continuerons en cas de besoin de procéder à des émissions d'euro-obligations et de sukuk, principalement sous la forme de project finance et, dans une certaine mesure, pour la gestion du risque de refinancement des obligations ou sukuk échus ou à échoir. Bref, nous maintiendrons avec la communauté financière internationale et les marchés les meilleures relations possibles, d'une part dans le respect des intérêts du Sénégal et d'autre part avec l'exigence d'une introspection de leur part sur les inerties de leurs règles et attitudes qui n'ont pu prévenir la situation désastreuse des finances publiques héritées du régime précédent. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après vous avoir entretenu des financements, qui me semble être l'aspect le plus important, j'ai toujours tendance à dire que quel que soit le programme qu'on me présente, la première question que je pose, c'est avec quoi il sera financé. Je vais vous entretenir maintenant des programmes et projets. Nous nous sommes voulus ambitieux, à la mesure certes des attentes des Sénégalais, mais surtout de la conviction ferme des potentialités de notre pays en ressources naturelles, mais également humaines. Mon gouvernement s'engage à bâtir une économie attractive et compétitive, où la démocratie économique, par la liberté économique et l'inclusion, seront de mise. Nous mettrons en œuvre les réformes structurelles nécessaires pour un environnement des affaires de classe mondiale, libérer le potentiel du secteur privé national pour l'essor de véritables champions nationaux, innovants et conquérants, et créer de l'emploi. En effet, les nations qui réussissent le mieux dans le monde sont celles qui permettent à l'initiative privée de se développer par un État sachant anticiper les mutations, planifier les actions de développement, réguler efficacement et dans la transparence les activités économiques, construire les bases fondamentales du développement et réinclure socialement les plus faibles partout sur le territoire national. Pour ce faire, nous ferons la cartographie des chaînes de valeur dans nos territoires et ferons la promotion d'un dialogue public-privé sincère pour identifier les appuis à apporter à notre secteur privé national. Notre objectif est de créer un cadre où chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais pourra développer et exprimer ses talents et sa créativité, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut prospérer et contribuer pleinement au progrès national sans devoir recourir à l'informalité. Notre engagement à faire du secteur privé le moteur de la création de richesses et d'emplois se traduira par la réforme du Code des investissements, afin d'en faire le seul régime d'exception,